formes internes comme tout ce qui est médecine asiatique, phytothérapie, vous voyez, les yogas, les choses internes, les choses spirituelles et tout ça. En Birmanie, en Myanmar, c'est resté comme ça. Et nous, on a appris toutes les facettes. Donc on a appris le combat à main nue, les formes animales, les armes avec armes, et puis aussi on a appris les soins, les yogas, les massages, la phytothérapie, le shiatsu, c'est-à-dire l'acupression. Ça ne s'appelle pas shiatsu, shiatsu c'est chinois, mais c'est très proche. Voilà, donc c'est très très complet comme formation. C'est pas uniquement destiné à un art martial, que ce soit pied-point ou voilà, ou au sol ou debout, n'importe. Non, non. On a appris le concept en général, donc c'est beaucoup plus long. Moi, j'ai commencé en 58 à faire des arts martiaux, donc en 1958. Et on continue à apprendre, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, j'étais l'élève, je suis toujours d'ailleurs l'élève du plus grand maître actuel qui est un Birman qui s'appelle Liu Mongji, qui est le fils du codificateur et qui était réfugié politique aux USA, et j'ai fait ma carrière aux USA dans l'équipe américaine. Voilà, et une fois que j'ai pratiquement terminé ma carrière de combattant, il m'a demandé de revenir en France, en Europe, pour développer le système en Europe. Donc c'est un système ancestral, hein, c'est pas un truc qui a été inventé il y a... Voilà, ça a été codifié au début du siècle dernier, parce qu'il y a, en Birmanie, comme vous le savez certainement, il y a énormément d'ethnies qui avaient des pratiques différentes, et donc ils ont réuni à peu près tous les grands pratiquants de ces ethnies pour essayer de codifier quelque chose voilà, d'un peu général. Hein. Mais... ensuite, ils m'ont demandé de venir en Europe pour... donc en 1985, je suis revenu en Europe et j'ai commencé à former des gens pour enseigner, à initier des gens, et je continue. Voilà, et maintenant j'en suis à préparer ma retraite et donc à former des gens qui vont me succéder, quoi. Alors je suis entouré de mes... Répète, s'il te plaît. C'est ce que vous faites actuellement à Urine, du coup, vous êtes en train de former... Voilà, c'est ça. Donc, on a, là, avec la famille Sega, c'est ce que je recherche, c'est des gens déjà d'une grande compétence, et en plus, c'est beaucoup plus simple pour moi d'aller chercher des gens expérimentés que des gens béotiens que je vais devoir former sur 20 ans ou 30 ans, ce qui n'est pas... on est d'accord. Donc là, j'ai des gens de haute qualité, il y a juste des codes à donner, tout ça, et je viendrai ponctuellement arrondir un peu. Bon, je suis entouré de mes fils, j'ai 4 fils avec moi qui sont... enfin là, il y en a 3, et qui sont très haut gradés, voilà, et qui eux aussi vont continuer, vont perpétuer le système. Et puis voilà, on a prévu un voyage aux USA au mois de mai l'année prochaine pour faire une compétition, rencontrer l'équipe US, toutes les légendes avec qui j'ai pu combattre quand j'étais plus jeune. Hein. Ouais, des gens comme Dale Miner, tout ça. On a des gens chez nous que vous connaissez certainement, comme Chuck Norris, et l'acteur, Arnold Schwarzenegger, tout ça, sont des gens qui sont très amis avec nous et qui travaillent, qui sont passionnés d'arts martiaux, même si ce sont des acteurs, mais d'une grande humilité et puis très gentils, voilà. Dan Innocento, qui était l'associé de Bruce Lee, voilà, ça c'est les gens les plus connus. Les ambassadeurs, du coup, pour vous. Oui, voilà, oui, alors ils travaillent ça, ils travaillent aussi d'autres choses, hein, pas uniquement, voilà, on ne détient pas la vérité, mais... c'est des gens qui sont des compagnons de route, quoi, voilà. Et il y a des femmes aussi, énormément de femmes, hein, comme Mary Mister, tout ça, c'est des légendes, quoi. Voilà, il y a la place pour tout le monde, donc c'est pas vraiment une pratique élitiste, on ne cherche pas ça. Un peu comme certains karatés, comme vous savez, comme Kyokushinkai, tout ça. Si vous n'êtes pas très balèze, vous n'avez aucune chance de pouvoir faire quoi que ce soit. Ici, on considère que c'est notre pratique qui doit s'adapter à la personne et pas la personne qui s'adapte à notre pratique. Voilà. Et tout le monde peut pratiquer. Les gens qui ont des difficultés, des handicaps, des trucs comme ça n'a aucune importance. Vous voyez ?
C'est très important pour nous, ça. Voilà, il n'y a aucun élitisme. Par contre, il y a beaucoup de disciplines. Il y en a combien du coup? Beaucoup de disciplines, mais disciplines dans le sens, c'est très carré, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Oui, le comportement, on tient à ça, l'hygiène, le comportement. Vous voyez, quelque chose de noble et pas... on n'apprend pas aux jeunes et aux moins jeunes à faire de la bagarre brue, quoi. On ne cherche pas à faire une école de délinquants, pas du tout, au contraire. Au contraire, il y a un comportement, il y a une éthique. Il y a une éthique, il y a un code d'honneur, comme tous les arts martiaux, qui devraient s'appeler vraiment arts martiaux. Et du coup, comment ça se passe là en ce moment, Erwin? Ça fait 2 jours que vous êtes là, voire 3 même. Comment ça se passe? De quoi? Ça fait 2 jours que vous êtes là avec les fils. Voilà, on fait des sessions, donc on a une session privée avec la famille Segas pour des formations comme... Ce matin, on était au Kukri, qui est un sabre népalais, qui n'est pas du tout birman, qui est un sabre népalais. Voilà. Donc on les a initiés à ce sabre, aux pratiques de base, et puis petit à petit, on augmentera le niveau. Et puis l'après-midi, on a 2 sessions, une de 2 heures, une d'1h30, pour les élèves et les stagiaires qui viennent. On travaille spécifiquement sur le Letway et la boxe aux 9 armes. Voilà, donc le thème de ces 3 jours, c'est boxer la boxe. C'est un concept très sud-est asiatique, c'est-à-dire que dans la plupart des pratiques de combat, les gens cherchent à aller sur le visage ou sur le corps pour détruire, mettre KO, vous voyez. Ici, le concept, c'est de détruire les armes de son adversaire. C'est-à-dire qu'on va commencer à traumatiser les segments supérieurs et inférieurs avec des coups de façon à enlever les armes de son adversaire, et ensuite on ira au centre du corps. C'est ce qu'on appelle boxer la boxe. Donc voilà. Et aussi c'est pratiquer des techniques que les gens n'ont pas dans les autres écoles, n'ont pas l'habitude de pratiquer, pour prendre un ascendant psychologique sur les gens, les dérouter complètement, vous comprenez? C'est-à-dire arriver avec des choses qu'ils n'ont jamais vues, et pour qu'ils soient en panique, peut-être que c'est un bien grand mot, quoique, mais en tout cas qu'ils soient déroutés et qu'on puisse avoir cet ascendant, et ensuite on construira techniquement. Du coup, Yoann, tu vas mettre ça en place quand et comment et avec qui du coup? Alors l'idée, c'est nous de développer la partie du Letway, donc surtout la partie sportive, tout en respectant l'aspect traditionnel. En fait, ce qu'on amène à nos élèves, c'est un retour un petit peu en arrière sur l'essence de l'art, donc notamment la partie traditionnelle avec, si tu veux, le bando, qui est l'art martial birman de base, et formé de plusieurs styles. Et donc ces styles-là sont définis par des animaux. Donc il y a des comportements, des attitudes qui sont définies en fonction de ces animaux. Un peu comme le kung-fu, vous savez. Et si tu veux, on arrive à faire la transposition entre le côté traditionnel, la forme animale, si tu veux, qui est choisie, et le côté combat. Et nous, en fait, on est une école de combat, donc c'est vrai qu'on va amener nos élèves avec cette complémentarité, ce retour aux sources avec le traditionnel, pour avoir si tu veux, passer un next up, un cap supplémentaire en combat. Et donc là, l'objectif étant d'ouvrir une école, l'école d'Alain-André Féché sur la partie Letway. Et donc on va diffuser son école, son savoir, le système bandeau Letway là très prochainement à la salle. Donc ça va être la surprise à la fin du stage. On termine le stage demain soir, si tu veux. Et donc voilà, on va annoncer aux élèves qu'on va ouvrir une section carrément Letway ici au centre du Olima Factory. Avec du coup... Voilà, parce que le Letway, la boxe birmane actuellement est en pleine explosion. Elle est bien à la mode. Vous voyez, comme, vous savez, c'est périodique, c'est cyclique. Il y a eu le Kung Fu, il y a eu le MMA, il y a eu ci, il y a eu là, et là, c'est autour du Letway. C'est très bien. Donc, on a toute une gang d'opportunistes qui font du kickboxing avec le coup de tête et qui disent que c'est du Letway. Mais
le fait qu'il y ait cette neuvième arme, la tête, change complètement l'optique du combat. Parce qu'on ne peut plus saisir, parce que si vous saisissez, vous allez avoir des coups de tête. Voilà, donc nous, enfin ce que nous on essaye de faire avec mes fils et puis voilà, les amis Segas, c'est d'enseigner la vraie, la traditionnelle, celle que j'ai appris avec le grand maître birman Yomongji, qui était vraiment, en fait, lui nous a formés aux 9 armes quand on était petit. Mais, comme c'était interdit le combat, ils nous envoyaient faire du kickboxing, ou du muay thai, ou du full contact, vous voyez. On a combattu à peu près dans tous les styles, le Kyokushinkai, des choses comme ça. On a combattu dans à peu près tous les styles, parce qu'on n'avait pas le droit de faire. Alors on en a fait quand même, hein, on ne disait pas, mais on en a fait. Mais ça permet aux gens d'accéder à peu près à tout, vous voyez. Parce qu'ils ont ces bases très traditionnelles. La pratique est très violente, mais l'enseignement, justement, on a appris avec cette tradition où on met un maximum de sécurité, parce qu'on n'est pas là pour détruire les gens. Au contraire, on cherche à ce que les gens... Vous voyez, j'ai 70 ans bientôt, et je continue à pratiquer. J'ai fait des centaines de combats, et je ne suis pas complètement débile. Et c'est ça l'image qu'on veut laisser, qu'on veut garder. On veut que les gens prennent du plaisir. Et travaillent avec leur cerveau en premier et ensuite avec leur mécanique. Comment vous expliquez du coup que le Lightweight il est en pleine progression en ce moment? Parce que les gens recherchent des choses violentes. Alors il y a plusieurs explications. Il y a les jeux, vous savez, vidéo, qui sont d'une violence inouïe. Il y a la promotion de tout ce qui a été Free Fight, MMA, K1, vous voyez ces choses-là qui étaient comme ça. Et les gens veulent se comparer. Le problème actuellement, c'est qu'il ne veut pas passer à travers le moule de la formation traditionnelle, qui prend des années, qui est très longue. Donc maintenant, on est dans un monde d'opportunistes, où les gens prennent des produits pour ne pas avoir mal, pour ci, pour là, et veulent au bout de 6 mois aller se comparer avec d'autres sur des rings ou sur des octogones ou des tatamis. Mais le problème, c'est qu'ils n'auront jamais la vérité, parce que en fait, c'est très dangereux. Ils ont des longévités de carrière très très courtes. Parce que, bon, les traumatismes, en plus, on voit des gens... J'en ai vu, hein, heureusement ici, chez les Segas ça n'existe pas, mais j'en ai vu ailleurs, j'ai une longue expérience, qui même à l'entraînement se cognent, donc traumatisme hein, bien sûr, et voilà, alors au bout de 2-3 ans, ils ne peuvent plus rien faire, et le problème c'est que après la pratique, il y a une vie. Il y a une famille, il y a quelque chose, on prend de l'âge et tout ça. Bon, et ces gens-là, c'est un peu une pratique. Voilà. Donc le Lightweight est à la mode parce que ils ont découvert qu'il y avait la tête, qu'il y avait ci, là. Et puis il y a aussi des vidéos, alors, qui sont sur YouTube ou vous voyez des chaînes comme ça, où on voit des combats de Lightweight qui sont hyper violents et qui sont en Birmanie. Et les gens disent ah, c'est carrément de la bagarre de rue. Mais ce que je tiens à vous expliquer, monsieur, c'est que, vous le savez, la Birmanie s'est ouverte il n'y a pas très longtemps, elle s'est refermée aussi sec. En tant que Suu Kyi a duré 2 ans et terminé. Donc les Birmans, qui n'avaient pas droit à la pratique depuis des années et des années, ont eu cette opportunité de recommencer leur pratique ancestrale sur 2 ou 3 ans, pas plus. Ils n'ont pas eu le temps d'augmenter leur technique, leur panel technique. Ils sont restés au petit combat de coq, à la compétition, donc c'est pour ça. Mais ça n'est pas ça le vrai Lightweight. Ils n'étaient pas avec l'essence traditionnelle de la pratique de Lightweight, la mise en sécurité, et voilà, non, là c'est carrément la bagarre de rue. Vous regarderez, si vous avez l'occasion, vous allez être impressionné, mais c'est pas vrai. Et donc les gens pensent que c'est ça, c'est carrément, on met 2 coqs ensemble et ils s'entretuent. Alors voilà, donc, et là, bon, bah... Combien de temps former réellement, du coup? Vous m'avez dit... Combien de temps tu mettrais pour former quelqu'un un bon combattant, vous parlez, ou un bon pratiquant? Parce qu'il y a le combattant et le pratiquant. Au moins pratiquant, parce que c'est des
Un bon pratiquant, il faut 6 ans, 6-7 ans. Un bon combattant, il faut 10-15 ans. Donc là, oui, c'était vraiment un express pendant 2-3 ans, c'était un express, quoi. Non, c'est mentir. Vous savez, il faut une étude du terrain, il faut beaucoup de choses. C'est comme un pilote de course, que ça soit auto ou moto. Avant de savoir tenir un guidon ou un volant, il faut qu'il sache comment se comporter sur la pluie ou sur le terrain sec. Vous voyez, on a exactement la même chose. C'est-à-dire que moi, je demande à mes amis, mes coéquipiers, de réfléchir aux surfaces, de se mettre dans les meilleures conditions, travailler avec la tête en premier, vous voyez, de bien préparer. Et aussi de matcher les gens qui ont à peu près le même niveau. Quand les gens ont à peu près le même niveau, il n'y a jamais d'accident. Là où il y a accident, c'est quand il y a des différences de niveau importantes. Voilà. Ok, bon. Et ça arrive souvent, le fait qu'il y ait des différences de niveau comme ça ou... Est-ce qu'il s'arrive souvent le fait qu'il y ait des différences de niveau, tu sais, entre les athlètes? Si vous regardez les combats en Birmanie, oui. Oui. On a par exemple, il y a un Canadien là qui s'appelle comment Dave Leduc. Dave Leduc qui est parti en Birmanie et qui a combattu. Donc le gars il faisait du Muay Thai, il fait 1m90, à peu près 1m88, 90 ou peut-être plus. Et il est allé combattre des gens qui avaient 20 ou 30 kilos de moins que lui et qui faisaient 20 ou 30 cm de moins que lui. C'est facile. C'est très facile. Après, il n'a jamais combattu les gens de sa catégorie. Des gens comme moi j'étais Milo. Il y en a plein aux USA qui l'attendent et qui veulent bien le prendre, parce que moi je suis un vieux bonhomme, je peux pas, j'aurais bien aimé par contre. Mais vous voyez, ça c'est des choses que eux font. Ici nous, non. Non, au contraire. On respecte la première chose, vous voyez, cet après-midi et demain, je donne en même temps sur le stage des notions d'arbitrage, de coaching et de cutman. Cutman c'est le soigneur. Voilà, donc, et justement, on apprend la base de sécurité. 1, c'est l'hygiène. 2, le respect. Et 3, la sécurité Moi, je suis arbitre international dans 3 ou 4 fédérations. J'ai sanctionné des championnats du monde en veux-tu, en voilà. Et c'est préserver l'athlète, qui est important. Sur l'intégrité, ouais. Voilà, l'intégrité, plus que de préserver le spectacle. J'ai fait ma carrière aux États-Unis où j'ai connu, c'était d'abord le spectacle. Au détriment de l'athlète, c'est we make money first. Ok. Là non, je veux pas ça. Je veux que les athlètes soient préservés. On a une pratique très dangereuse, c'est pas la peine. C'est pas une belle image de marque, vous savez. Je suis quelqu'un qui ne prône pas les cassages de briques et couper des légumes ou des fruits sur le ventre d'un élève. Ça sert à rien. Moi, j'ai jamais été attaqué par une brique. Par contre, la personne qui me la lance, on peut discuter. Donc, et c'est exactement la même philosophie, vous voyez. Parce que ça ne montre pas, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais si vous avez des enfants et que vous voyez quelqu'un casser des briques ou des moellons, et que le gamin ou la gamine dit je veux faire ça, ou lui non, c'est bon. Voilà, donc on va donner une certaine noblesse à notre pratique, une noblesse qui existe. Ok, bon, et merci pour l'entretien. Pour la carrière d'Alain, il est important de souligner que sa carrière professionnelle, il est invaincu. C'est 106 combats, 105 victoires, 1 nul et 92 KO dans le circuit professionnel américain. Voilà. Ça calme. Et puis quand on pratique avec ce monsieur, ce maître, parce que c'est notre maître, à 70 ans, bientôt, je peux te dire que ça fait mal. Et voilà, son animal c'est l'ours. Il a les 3 fils, un de ses fils c'est le sanglier, un deuxième fils c'est l'aigle et le troisième fils c'est le tigre. Voilà, ils ont des spécificités qui sont liées au bandeau et on le retrouve dans leur forme de combat, ils ont vraiment cette similitude avec la forme animale. Donc c'est un petit peu ça aussi dans cet univers dans lequel on s'est plongé avec Johan. C'est ce pied dans la tradition, ce pied dans la modernité, parce que Johan, lui, a un background aussi
de combattant, puisque ça fait maintenant 23 ans qu'il est sur les tapis, même s'il n'est pas très vieux, il a commencé à 4 ans, il a 27 ans. Et donc lui, il a évolué sur la partie judo, karaté, maintenant MMA. Et donc maintenant, on intègre toute cette dimension traditionnelle, plus ce combat spécifique des 9 armes, qui est le lightweight. Et on est à l'école Alain-André Féché pour apprendre justement cette... voilà, pour perfectionner le combat, pour essayer d'aller dans la perfection du combattant. C'est une recherche permanente, mais il n'y a pas un combat plus un autre, c'est un petit peu un bagage. On remplit la caisse à outils et puis derrière, eh bien, on adapte en fonction de sa personnalité et de son... C'est ça, Adrien ? Oui, c'est... Voilà. Moi j'aime bien dire, j'aime bien le schéma de... En fait, quand on vient du milieu martial, on pratique le milieu martial et on arrive à un moment donné et parfois on n'a pas fait de combat. Donc on a cette frustration et ce vide de se dire qu'est-ce que ça, en situation réelle, comment ça marche. Et du coup, souvent, on fait la passation, on va au combat. Et du coup, après, on fait le combat, on évolue. Et puis, à bout d'un moment, on se dit, mais merde, il manque encore un truc. Parce que, ouais, je n'arrive pas à approfondir, optimiser certaines situations. Et puis là, ben, on se rend compte qu'on retombe aux sources. Du coup, on revient dans le traditionnel pour justement spécifier le travail et avoir l'art du travail. Par exemple, l'art du déplacement, on n'aura jamais l'art du déplacement mieux que dans le traditionnel. Avec tous les outils, la spécificité des techniques, en fait tout prend son sens. C'est-à-dire que le cheminement, en fait, c'est vraiment un cercle et l'un ne va pas sans l'autre. Et ce que disait Alain tout à l'heure, c'est vraiment aujourd'hui les mecs qui sont dans la modernité, ils ont complètement balayé le côté traditionnel. Et finalement, ils sont dans une pratique totalement éphémère, passagère, même cyclique. Et on voit bien les niveaux qui sont vachement éclectiques, qui sont totalement hétérogènes, et on voit bien, voilà, il y a quelques exceptions de grands champions, mais ça reste que des exceptions. Et là, l'idée ici, nous, c'est d'ouvrir vraiment une école de pratiquants et de combattants complète. On veut des combattants complets qui soient, on va dire, complets dans tous les domaines et en sécurité dans leur pratique de tous les jours et en compétition également. Voilà, tu le prévois pour quand à peu près ? Dans assez vite ou... Oui, je pense que ça va être annoncé très certainement début janvier. On va avoir l'ouverture de la section, mais on va faire l'annonce déjà. On a déjà commencé à enseigner, à donner des cours à la structure, mais là pour créer carrément la section Letway avec des cours bien établis en semaine, je pense que janvier ce sera le début des créneaux. C'est-à-dire on ne veut pas être des usurpateurs. On veut vraiment avoir l'aval du maître pour pouvoir ici afficher Letway, école Alain-André Féché, parce que c'est une véritable école. Il est président de la fédération, la WBTLF, qui est une fédération mondiale, qui est en... Peut-être que tu peux mieux en parler que nous. WBTLF, c'est le prolongement de American Bando Association à travers l'international. Le grand maître Jim m'a demandé de présider ça parce que c'est moi qui fais le lien entre le continent américain, l'Europe et l'Asie, l'Afrique, parce que je connais beaucoup de gens. Je parle plusieurs langues et je suis connu et respecté. Voilà, donc, parce que les mentalités ne sont pas les mêmes. Vous connaissez les Américains, c'est me, myself and I pour la plupart. Donc, voilà. Et ils ne voulaient pas que ça soit un Américain qui préside. Donc, c'est moi qui m'occupe de ça. Et puis là, on va voir pour justement inclure les Segas dans le bureau directeur pour voilà, continuer à développer ça et donner une chance à tous les continents de pouvoir concourir. Parce que vous savez, ça va donner peut-être des... Moi j'ai été champion du monde, hein, on m'a nommé champion du monde. J'étais champion du monde, il y avait 2 pays. C'est pas être champion du monde. C'est pour ça que je m'en fous, j'en suis pas très fier. Je suis fier de ma pratique, mais je suis pas fier de ces titres qui sont complètement ridicules. Et donc, là, ce que j'ai essayé de faire depuis le temps que je suis président, c'est de donner une chance d'aller en Afrique, d'aller en Asie, de chercher des gens dans des pays qui
n'ont pas tellement de moyens, mais où il y a des compétiteurs fantastiques. Hein. J'ai été là au Sénégal, enfin bon, j'ai fait pas mal de pays où il y a vraiment des compétiteurs fantastiques pour pouvoir organiser et que si un jour il y a un titre éventuel de champion du monde, ça soit un vrai champion du monde, pas champion du monde des vestiaires, quoi.